Punky va vous causer. Punky va vous parler. Yo tout le monde! Un gros plaisir de vous retrouver encore une fois à la cool dans mon fauteuil pour de nouvelles histoires croustillantes du monde des jeux vidéo. Et pour cet épisode, on va s'intéresser à une profession qui n'a pas forcément toujours un lien avec les jeux vidéo, la profession d'acteur ou de comédien. En fait, ces derniers temps, on entend de plus en plus parler des revendications des acteurs, y compris dans le monde des jeux vidéo. Et récemment, en tant que fan de Sega, il y a deux exemples qui m'ont passionné. Premièrement, l'affaire Bayonetta, dont l'actrice qui lui prêtait sa voix avait dénoncé des salaires dérisoires comparé au succès de la licence. Bon, ça s'est plutôt mal fini, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait arrangé la réalité sur pas mal de choses, et au final, Sega avait fini par la faire remplacer par une autre comédienne. Ce qui m'a aussi rappelé une deuxième histoire, l'histoire de Unit P, qui n'est pas acteur en tant que tel, mais qui avait été embauché par Sega à l'époque pour poser sur la soundtrack de Sonic Adventure 2. Il y a quelques années, il avait attendri tout internet avec le témoignage d'un très maigre cachet et l'absence totale de royalties sur les chansons qu'il interprète. Bon, au final, il se trouve que Unit P, lui aussi, avait un peu menti sur les chiffres, et en plus, visiblement, il s'est servi de cette notoriété retrouvée pour essayer d'extorquer de l'argent et des relations sexuelles à d'autres artistes. Bon, c'est pas vraiment le sujet de notre vidéo, mais je voulais mettre en avant deux choses. Premièrement, en ce moment, il y a une ambiance assez poisseuse entre les comédiens et les studios de jeux vidéo, et ces dernières années, on entend parler de beaucoup plus d'affaires de ce genre, mais surtout, c'est deux exemples où les témoignages ne se sont pas avérés exacts. Et je voulais justement commencer par vous prévenir, il va falloir prendre toutes ces histoires avec énormément de pincettes, parce que même si la plupart des témoignages se révèlent vrais, on a aussi des exemples de témoignages de comédiens qui avaient menti. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo ne sont pas des faits, mais plutôt les témoignages des deux différents partis, c'est-à-dire les comédiens et le studio de jeux vidéo. Et donc il faut les prendre avec énormément de pincettes, surtout quand on parle de Rockstar. Et ça, vous allez vite le comprendre au fil des 4 cas que nous allons explorer concernant Rockstar, ses acteurs, ses contrats et ses dramas. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor de notre vidéo, les boissons Oli. Et oui, c'est ma première collaboration avec Oli, les boissons instantanées rafraîchissantes et énergisantes. Et quelle que soit la gamme, Iced Tea ou Energy, il y a forcément un Oli pour vous. Par exemple, moi je buvais beaucoup de soda à la taurine quand j'avais de très longs montages à finir, sauf que c'était bourré de sucre. Et en plus en canette, ce qui n'est pas très clean niveau écologique. Heureusement, j'ai goûté récemment aux boissons Oli. Et le premier constat que j'ai pu faire, c'est qu'elles étaient tout simplement meilleures au goût, et beaucoup moins douloureuses pour mon porte-monnaie. Du coup, je me suis mis régulièrement à me préparer les Oli de la gamme Energy. Je me suis mis au Oli Gorillaz Grave quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet, et c'est bien plus sain. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, et tous les arômes et colorants sont naturels. En plus, la caféine cristallisée permet de la rendre plus efficace sur la durée sans aucun coup de barre à la fin. Je me suis mis à la gamme Iced Tea quand j'ai besoin d'un rafraîchissement, et sans m'en rendre compte, je bois beaucoup plus d'eau qu'avant quand je me gavais de soda sucré. Sans compter que Oli Iced Tea contient des antioxydants et des vitamines. Et en plus de ça, l'emballage est plus écologique. Une box de Oli, ça équivaut à 50 canettes jetées à la poubelle, donc c'est que du bénéf. Alors si vous aussi, tout comme moi, vous souhaitez tester et trouver votre Oli adapté à vos goûts et vos besoins, je vous recommande chaudement l'un des packs découvertes spécialement conçus pour tester la majorité des saveurs disponibles. Surtout qu'avec mon code PUNKY5, et seulement avec ce code, vous aurez droit à 5 € de réduction, donc par exemple le pack découverte revient seulement à 19,99 € si c'est votre première commande. Et en plus, vous repartez avec un shaker Oli en cadeau pour préparer rapidement vos boissons et en finir une fois pour toutes avec les sodas. Et avec le code PUNKY, vous obtenez carrément 10% de réduction sur toutes vos autres commandes pour garder cette bonne habitude. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description pour parcourir les différentes saveurs proposées et faire votre commande à prix réduit grâce à mes deux codes PUNKY5 et PUNKY sur le site des boissons Oli, que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo.
Alors on va commencer par deux histoires plutôt légères sur deux acteurs hollywoodiens. Vous allez voir qu'avec cette vidéo, le but c'est d'aller crescendo. Et en plus ces deux histoires sont assez vieilles, donc l'avantage c'est qu'elles se sont un peu étoffées avec les années. Ah ouais, les vieux dramas, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Bon, pour commencer, vous savez sûrement que depuis le début des GTA en 3D, Rockstar aime beaucoup faire appel à de véritables stars pour enrichir leur casting vocal. C'est déjà le cas dès GTA 3. Rockstar avait fait appel à certains de leurs acteurs favoris pour donner vie à leurs personnages, comme par exemple Michael Madsen ou Joe Pantoliano. L'acteur Joe Pantoliano qui regrettera par la suite avoir participé au jeu. Quelques temps après la sortie du jeu, il dira dans une interview qu'en fait il savait pas bien pourquoi il signait et il trouve que c'est un jeu vidéo beaucoup trop violent. Et évidemment, il dit ça entre deux scandales sur la violence dans les jeux vidéo. Alors personnellement, je vous invite à refaire le tour de la filmographie de Joe Pantoliano parce que je vous garantis que GTA c'est loin d'être le rôle le plus violent qu'il a interprété. Mais ok, pourquoi pas. Bon, cette première déconvenue n'a pas empêché Rockstar de continuer à bosser avec des grands noms d'Hollywood par la suite. Je pense à Phil Collins, Gary Busey et plein d'autres dans GTA Vice City. Il y a Sam Jackson dans GTA San Andreas. Bref, les exemples ne manquent pas et même si j'avais essayé de tous les citer, j'en aurais forcément oublié un, donc mettez votre préféré dans les commentaires, ça ira plus vite. Et donc on arrive à notre premier cas de véritable conflit avec Rockstar, et ça concerne une de leurs toutes premières grosses collaborations avec un comédien à l'époque de Vice City, le très charismatique Ray Liotta, un acteur emblématique du cinéma américain des années 80. Pour ceux qui ne voient pas tout de suite qui c'est, il a joué dans Les Affranchis, dans Identity, dans John Q, et aussi dans Bande de motards et B-Movie, que des très bons films. Mais c'est aussi lui qui avait prêté sa voix à Tommy Vercetti, le personnage principal et tête d'affiche de Grand Theft Auto Vice City en 2002. Et en fait, cette affaire, c'est surtout une histoire de gros quiproquos. Et c'est pour ça que je veux commencer avec ça, parce que c'est plutôt léger. D'un côté, on a la team Rockstar de l'époque avec les frères Hauser qui sont très impressionnés, notamment les premières fois où ils le rencontrent. Assez impressionnés pour se laisser déstabiliser facilement par Ray Liotta. Un jour alors qu'ils sont au resto et que tout le monde discute et rigole autour de la création de son personnage, Ray Liotta va s'arrêter d'un coup et leur refaire une scène bien connue des Affranchis. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! En fait, c'est plutôt marrant, vu que Ray a joué dans Les Affranchis, sauf que Dan Hauser et toute la team comprennent pas pourquoi le ton a changé d'un coup. Et Ray Liotta a vite été obligé de reprendre le sourire et de leur dire « Ok les mecs, je déconne, détendez-vous ». Bon, personnellement, je sais pas si j'aurais trop fait le malin non plus devant Ray Liotta. Toujours est-il qu'au final, même si tout le monde a bien rigolé sur le moment et que tout le monde s'est détendu, ils sentent bien tous que l'acteur ne prend pas du tout leur jeu au sérieux. Et par la suite, il va parfois carrément arriver en session d'enregistrement tout juste en sueur entre deux matchs de basket, en rigolant à moitié parce que, je cite, le dernier jeu vidéo auquel il a joué, c'est Pong. Et c'est Navid Konsari qui sera régulièrement obligé de lui rappeler en pleine session que même si Ray Liotta n'y connaît rien en jeu vidéo, c'est quand même son job d'être un acteur et qu'il doit le faire du mieux possible. Et en fait, cette posture de type qui s'en fout un peu des jeux vidéo, Ray Liotta il va la garder même après la sortie du jeu, tout en précisant évidemment que s'il avait su le carton qu'allait être le jeu, il aurait juste demandé un plus gros cachet. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va faire à chaque fois qu'on va lui en donner l'occasion. They asked me and I didn't know anything about it. I'm not a gamer. I've never even played Grand Theft Auto. I have no idea. I know what the object is because I kept saying, get the fuck out of the car. Yeah. Get the hell out. And all I do is curse and call people whores, and it's just brutal. Classic game. For some reason, I've had trouble my whole life convincing people that I really am a very nice guy. And now that I'm in Vice City, well, forget about it. Et le pire, c'est que c'est pas du tout le seul acteur de Vice City avec qui Rockstar a eu beaucoup de mal à travailler. Parlons un peu de Burt Reynolds, connu d'abord pour ses rôles emblématiques dans les années 70, mais aussi par la suite pour son comportement pas du tout exemplaire sur les plateaux comme en dehors des studios. Bien, Burt Reynolds a aussi donné de la voix dans le jeu de 2002, dans le rôle de Avery Carrington, un personnage taillé encore une fois sur mesure pour l'acteur, les membres de l'équipe étant tous très fans de son travail au cinéma. Et encore une fois, les équipes de Rockstar vont tomber de haut en travaillant avec lui en session d'enregistrement. En effet, plusieurs membres de l'équipe ont rapporté dans ces mêmes interviews que Burt Reynolds avait été assez hautain avec les gens qui travaillaient au studio, se faisant bichonner comme une starlette et rappelant l'équipe régulièrement à leurs conditions de simples développeurs de jeux vidéo. Ce qui est une attitude assez commune chez les acteurs avec qui Rockstar a travaillé visiblement, et quand on demande à Burt Reynolds de refaire une prise, l'acteur se plaint qu'on ne le félicite pas assez quand il en fait des bonnes. Il y a une journée un peu spéciale où il faisait particulièrement chaud dans le studio et dans les esprits de tout le monde, où va se jouer un nouveau quiproquo qui va allumer la mèche.
En fait, ce jour-là, Burt Reynolds, il transpire tellement que son t-shirt est trempé dès le début de la session. Ce sur quoi son agent se précipite dans la boutique la plus proche pour lui en acheter un neuf. Et en fait, quand Dan Houser va apporter à Burt Reynolds son t-shirt dans sa cabine avec un très confiant « Monsieur Reynolds, votre t-shirt est là », Burt Reynolds, il va pas vraiment comprendre le trait d'humour et il pense que Dan est en train de se foutre de sa gueule parce qu'il est en âge. Et il va s'approcher de Dan Houser pour lui dire droit dans les yeux « Il va y avoir 2 booms, moi qui te tape, puis toi qui tapes le sol. » Bon, il s'est rien passé de plus, mais après ça quand même, Dan Houser va longtemps hésiter à entièrement couper son personnage du jeu. Et voilà, ils avaient déjà tout enregistré, donc c'était difficile de revenir en arrière sans perdre beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, son frère Sam Houser, l'autre cofondateur de Rockstar, racontera aussi par la suite que les enregistrements avec des stars auraient été loin d'être faciles. Selon lui, ce serait carrément une des raisons pour laquelle Rockstar ne fait plus appel à des stars hollywoodiennes à l'heure actuelle pour doubler leurs personnages principaux. Je veux pas mal parler des morts, le pauvre bougre, mais on ne fait plus appel à des acteurs connus à cause de leur ego, et par-dessus tout parce que nous pensons que nous obtenons une meilleure sensation d'immersion en utilisant des acteurs qu'on ne reconnaît pas. Bon, il est clair que maintenant pour Rockstar c'est quelque chose qui ne se reproduira plus, mais c'est un phénomène qui a perduré quelques années entre les acteurs hollywoodiens et les studios de jeux vidéo à l'époque. Ces deux anecdotes avec Ray Liotta et Burt Reynolds ont sans doute dû se produire plus d'une fois dans d'autres studios de jeux vidéo, surtout parce que c'était une toute autre époque, loin des méthodes de travail actuelles. Les contrats étaient souvent gérés directement entre l'agent du comédien et l'éditeur, il n'y avait pas encore vraiment de standards pour les rédiger, tout n'était pas encore bien cadré et parfois il arrivait que les acteurs se fassent un peu avoir. Par exemple, pour son rôle dans Vice City, l'actrice Jenna Jameson aurait reçu un simple cachet de 5000 $, ce qui est relativement peu pour les standards d'Hollywood, en plus d'être ridicule quand on connaît ce qu'a rapporté le jeu au final. Alors aujourd'hui c'est très différent, tous les contrats sont très calibrés et très précis, parce que de plus en plus d'acteurs bossent pour des studios de jeux vidéo, et que des boîtes entières se sont carrément montées pour gérer ce genre de mise en relation et de contrats. De plus, la Screen Actors Guild, le syndicat qui protège les droits des acteurs et actrices d'Hollywood, est beaucoup plus impliquée aujourd'hui dans les affaires de l'industrie du jeu vidéo qu'elle ne l'était à l'époque des premières générations de jeux en 3D. Mais si ce genre de contrats très sécurisés sont désormais devenus accessibles aux grandes figures d'Hollywood, ça ne veut pas dire que tout le monde est traité à la même enseigne. Bon, une chose est sûre avec toutes ces histoires, il n'est plus question pour Rockstar de travailler avec les gros melons d'Hollywood. En tout cas pour tout ce qui est du casting de personnages principaux. Désormais les stars ne seront présentes que pour quelques caméos ou partenariats commerciaux, mais plus question de dépendre de leur bonne volonté. Et désormais pour doubler les personnages principaux de leur jeu, Rockstar va faire appel à des acteurs professionnels complètement inconnus ou très peu reconnaissables. À l'image par exemple de Niko Bellic, le héros de GTA 4, interprété par un acteur qui n'était apparu que dans des rôles mineurs à la télévision. D'ailleurs c'est un certain Michael Olick qui avait été casté pour le rôle à la base, mais pas spécialement pour sa voix. Au départ le comédien avait été embauché pour faire la motion capture du personnage, ce qui a déjà nécessité de très longs mois de travail avec Rockstar. C'était une grande première pour Rockstar comme pour l'acteur, et vous imaginez bien qu'il a été beaucoup impliqué dans la naissance à l'écran de Niko Bellic. Pour le coup il était tellement impliqué qu'au moment d'enregistrer ses répliques, il était déjà devenu clair pour Rockstar qu'il n'aurait pas à trouver d'autres comédiens pour lui donner une voix. C'est Michael Olick qui va se proposer et qui va enregistrer les nombreuses heures de dialogue du personnage. Et il aurait au total à peu près bossé une quinzaine de mois avec Rockstar, ce qui est loin des petites semaines d'enregistrement en studio que nécessitait leur jeu précédent. Une période de 15 mois sur laquelle Michael Olling aurait au total à peu près gagné une centaine de milliers de dollars. Ce qui est plutôt bien payé, et c'est d'autant plus rare pour un job qui, je le rappelle, demandait surtout de ne pas être connu du grand public. Mais bon, si on y réfléchit, c'est aussi assez peu, quand on prend en compte le fait que rien que sur sa première journée de sortie, GTA 4 avait généré plus de 300 millions de dollars. Et quand justement on est l'acteur principal de ce gigantesque blockbuster à succès, il est bien normal de se poser les bonnes questions. Évidemment, je suis incroyablement redevable envers Rockstar pour m'avoir donné l'opportunité d'être dans ce jeu à l'époque où je n'étais personne et que j'essayais de gagner ma vie à New York. Mais c'est dur quand vous voyez que Grand Theft Auto 4 génère quoi, 500 millions en une semaine, de ne pas se sentir comme si on avait profité de vous. Mais pour le coup, je me dois de préciser que Michael Olick n'a jamais rien demandé à Rockstar. Ma frustration et ma confusion vont uniquement envers la façon dont cet argent est géré. Ça n'a rien à voir avec Niko, ça n'a rien à voir avec Rockstar, c'est seulement cette industrie.
Et personnellement, j'ai envie de saluer les talents d'équilibriste de Michael Olick qui arrive toujours à en parler ouvertement sans jamais être véritablement trop salé. Alors que pourtant il y a de quoi, hein. C'est vrai que Michael Olick aurait mérité d'être bien mieux rémunéré pour son travail crucial quand on parle de l'impact de GTA 4 sur le public. Mais le contrat était bien fait et ne prévoyait aucun bonus ou royalties en particulier. Et évidemment, c'est pas Rockstar qui fera un petit geste s'il n'y est pas légalement obligé. Sauf que même en marchant sur des œufs, Michael Olick va obtenir une réponse assez bizarre de la part de Rockstar par le biais d'une des conférences de Laszlo Jones. Alors je vous présente rapidement Laszlo Jones, c'est le type que vous entendez souvent à la radio dans les jeux GTA, et c'est d'ailleurs lui qui écrivait et dirigeait une grosse partie de tout ce qui était diffusé dans les radios de GTA, et notamment dans GTA 4. Et en 2010, donc dans une conférence, Laszlo Jones va en quelque sorte gentiment répondre aux propos de l'interprète de Niko Bellic. The main actor did an interview with the New York Times and did a phenomenal interview, and then towards the end they asked him, you know, how much are you getting paid and all these kind of questions, and he sort of got sandbagged, and then the article came out, oh, he's not happy with his pay, which was not the case at all. Mike's an awesome guy and we're still working with him. Donc là, il explique qu'il est prévu que Rockstar rebosse avec lui dans le futur, et en fait quand on regarde bien le portfolio de Michael Olick, on voit bien qu'il n'a jamais retravaillé avec Rockstar depuis. En fait, le seul endroit où on a pu le réentendre, ce sont quelques échantillons de sa voix qui ont été réutilisés par Rockstar dans Max Payne 3 et GTA 5. Michael Olick n'a jamais été recontacté pour bosser sur quoi que ce soit d'autre par Rockstar, contrairement à ce que Laszlo Jones annonçait. Et en fait, je vous raconte tout ça pour mettre en lumière le fait que Rockstar s'arrange aussi beaucoup de son côté pour que les contrat implique les acteurs le moins possible en termes monétaires. Sans compter que de son côté, un acteur aussi inconnu que Michael Olick était loin d'avoir accès à la protection de la Screen Actors Guild, qui ne portait d'ailleurs pas encore à l'époque la même attention aux jeux vidéo qu'il le faisait pour le cinéma, la radio ou la télévision. Les droits de Michael Olick étaient mal protégés, et à l'époque de GTA 4, Rockstar en a clairement profité puisqu'il continuait toujours de payer les acteurs de leur jeu avec des cachets qui n'étaient clairement pas à la hauteur de leur production. Un cachet d'acteur normal pour un job normal, et des contrats toujours à l'avantage de Rockstar, qui était loin d'être un petit studio de jeux vidéo normal. Bon, alors pour cette affaire, on va parler de Young Melee. Young Melee, il est surtout aujourd'hui connu pour être rappeur et producteur de musique, mais on peut dire qu'il doit une grande partie de son succès à GTA. En fait, il se lance dans le rap dans les années 2000 et ça part sur un plutôt bon pied, puisqu'il fait ses premiers concerts, ses premiers cachets et surtout rapidement il se fait énormément de bons contacts. Et parmi ces bons contacts, il y a un certain DJ Pooh, qui est tout comme lui rappeur et producteur, mais aussi réalisateur et scénariste. Et il est assez connu puisqu'il a notamment coécrit le script de Friday avec Ice Cube. Et là évidemment, si vous n'avez jamais vu Friday, bah arrêtez tout de suite cette vidéo et foncez le voir. Ça fait partie de mes stoner movies préférés, donc vraiment foncez découvrir ou redécouvrir ce film. Bref, revenons à notre histoire. Un beau jour de 2004, Melee, alors qu'il est à New York, reçoit un coup de téléphone longue distance de DJ Pooh. Il se donne les nouvelles habituelles et il commence à discuter de musique un peu comme d'habitude. Mais ce que Young Melee ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il est sur haut-parleur et que DJ Pooh est en fait au milieu d'un rendez-vous chez Rockstar concernant le prochain GTA. Chez Rockstar, ils vont tout de suite l'adorer et après l'appel, ils vont directement demander à DJ Pooh de convaincre Young Melee de leur envoyer une audition sur cassette vidéo. Ce qu'il va faire et ce qui finira de convaincre Rockstar qu'ils avaient enfin trouvé la voix du nouveau personnage principal de leur nouveau jeu. Et oui, c'est bien lui que vous avez entendu pendant des heures sous les traits de CG dans GTA San Andreas. Et justement, ça va être le véritable début de carrière de Young Melee, puisque le cachet de Rockstar pour son travail sur le jeu va lui permettre d'ouvrir son premier label de musique indépendant. Un label qui va avoir du succès, puisqu'en plus de recevoir la bénédiction et de travailler avec Ice Cube, il va aussi pouvoir sortir ses tout premiers albums. Et on peut clairement dire que Rockstar a mis la carrière de Young Melee sur de bons rails. Sauf qu'avec les années et le succès de San Andreas, qui n'a fait que s'amplifier jusqu'à devenir un jeu complètement mythique, Melee va gentiment commencer à retourner sa veste. Et après la sortie d'un GTA V qui se passe à San Andreas mais qui brille par l'absence totale du personnage de CG et l'annonce d'un GTA 6 qui bat tous les records, Melee a doucement commencé à se retourner publiquement contre Rockstar et a bien fait savoir qu'avec les années qui passent, il avait de plus en plus l'impression de s'être fait un peu avoir. Pour tuer toutes les rumeurs, je ne suis pas impliqué dans GTA 6 du tout, ni Rockstar Game, point à la ligne.
J'étais parti pour buter le cul du mec qui a joué Nico Bellic parce qu'il avait mal parlé de Rockstar Games. Mais pourquoi faire? Il a dévoilé la vérité. Je ne bosserai plus jamais avec Rockstar Games, à part si je pars avec quelques millions dans la poche. Ouais, en vrai, je comprends, une fois rentré dans le business, Mailey s'est rendu compte un peu tard que les royalties, c'était en fait une des ressources les plus précieuses pour un artiste qui veut durer. Et même si c'est dit de façon un peu dure, je comprends qu'il puisse être terriblement frustré. En plus du fait que toute la culture à laquelle il appartient, la culture hip-hop West Coast, elle est entièrement contenue dans ce petit jeu qui rapporte des millions. J'ai jamais parlé mal d'eux en public parce que je fais de l'argent sur eux. Mais Rockstar Games, c'est en s'en foutent de si je mange ou pas. Sans manquer de respect à Dan Houser, Rockstar Games peut largement... je déconne pas avec eux. Donc, laissez les rumeurs mourir. Ce sont des vautours de la culture londonienne qui font des millions sur les de Los Angeles et ont récupéré même pas 10%. Bon, il est quand même à noter que ces messages étaient publiés sur Instagram dans des posts qui ont désormais été supprimés. Ce qui ne veut pas forcément dire que Mailey a fait machine arrière, puisque régulièrement en interview, il discute ouvertement du fait que Rockstar ne l'a pas payé à la hauteur du succès du jeu. Et en fait, il y a un cas très intéressant à mettre en parallèle avec celui de Young Mailey, c'est celui de Sean Fonteno, qui interprète Franklin dans GTA V. Bon, lui aussi, il a à peu près le même parcours que Young Mailey, et d'ailleurs, lui aussi, il connaît bien DJ Pooh, mais surtout, énorme coïncidence, il est cousin avec Young Mailey. Et alors c'est pas pour ça qu'il a été choisi par Rockstar pour interpréter Franklin dans GTA V. Non, ils avaient juste un lien de parenté depuis toujours sans le savoir, mais c'est simplement qu'ils ne l'ont appris qu'après avoir interprété tous les deux leurs personnages dans GTA. Bon si je vous parle de Sean Fonteno, c'est parce qu'il a joué dans GTA V, un des jeux les plus vendus de tous les temps, dont une des scènes est carrément devenue un mème internet et a été repris des milliers de fois partout. Oh, better yet, maybe Sunny Shaw will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon or lawyer she fucking with. Nigga! Et pourtant, ce gars-là, on l'a jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, contrairement à Stephen Hogg, l'acteur qui joue Trevor dans le même jeu, Sean Fonteno, lui, il est pas du tout saoulé qu'on lui parle de GTA V. So, I'm Stephen Hogg. Trevor is a cartoon. So I did portray him. Using the magic of motion capture, but I myself could never be a cartoon, ever, because a cartoon is not even real. Oui bon, Stephen Hogg, après avoir joué le jeu quelques années, semble désormais un peu agacé qu'on lui parle tout le temps de Trevor. Et lui aussi, il semble commencer à adopter la fameuse posture du « c'est un jeu vidéo, j'y ai jamais joué, je sais pas ce que c'est ». Bon Sean Fonteno, c'est tout l'inverse. Il a toujours été très ouvert, il prend les photos, il signe les autographes, et il a même carrément participé à une recréation IRL du fameux mème pour notre plus grand plaisir. Alors peut-être qu'il a été mieux payé par Rockstar, peut-être aussi qu'il a plus l'habitude de négocier sur le long terme, puisqu'il était déjà apparu dans plusieurs films en tant qu'acteur avant ça, contrairement à Young Mailey, mais ça en fait on ne le saura peut-être jamais. Toujours est-il que ce silence, ça lui a permis de re-signer de nouveau avec Rockstar pour redonner de la voix à Franklin dans l'un des DLC gratuits de GTA Online quelques années après la sortie du jeu. Une trajectoire donc totalement opposée à celle de Young Mailey et donc une vision totalement différente de leur expérience avec Rockstar. Il y a vraiment un gouffre entre les deux témoignages et il suffit de les entendre en parler tous les deux entre eux pour s'en rendre compte. Motherfuckers ain't gotta never do shit for me again. If I make $1 million with a motherfucker, man, I'm gonna try to make sure they cool. When you try to convince somebody that they family, and then you treat them like they not afterwards, that's some bullshit. Bon, là-dessus je pense qu'ils peuvent être d'accord sur le fait qu'ils ne seront jamais d'accord, mais s'il y a bien une chose sur laquelle on peut maintenant statuer, c'est que moins on parle de Rockstar dans les interviews, plus on aura de chance de travailler avec eux par la suite. Alors, pour finir ce petit tour d'horizon des relations entre Rockstar et les acteurs qui jouent dans leur jeu, on va parler d'un cas un peu plus récent et un peu plus à part puisqu'il concerne GTA 6 qui n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En fait, je vous en parle parce que dans le tout premier trailer de GTA 6, on pouvait voir ce personnage tatoué de la tête aux pieds et aux cheveux colorés qui pour le coup ressemble 100% à un personnage bigger than life qu'on ne retrouverait que dans un jeu GTA, sauf qu'en fait pas du tout bigger than life puisque ce personnage semble inspiré d'une personne bien réelle,
Lawrence Sullivan, le désormais célèbre Joker de Floride. Alors c'est loin d'être la première fois que Rockstar s'inspire clairement de la vie réelle pour les personnages secondaires de leur jeu. Et déjà à l'époque de GTA V, une certaine Lindsay Lohan avait traîné Rockstar devant la justice parce que ce temps de chargement ressemble vaguement à sa pose signature. Mais aussi parce qu'une mission de paparazzi dans le mode solo aurait selon elle été trop inspirée de ses propres déboires avec les paparazzi dans les années 2000. Alors je ne shame pas du tout Lindsay Lohan pour son passif dans les années 2000, parce que justement il y a tout un contexte autour qui est très intéressant. Et à ce sujet je vous recommande les vidéos de Mila Tequila, qui sont extrêmement détaillées. C'est en anglais mais vraiment ça vaut le coup de se pencher sur tout ce phénomène. Et justement Rockstar, il parodie effectivement dans GTA V toute cette époque et toutes ces thématiques dans leur mission, mais autant en s'inspirant de Lindsay Lohan que de Britney Spears ou de Paris Hilton à la même période. Et c'est justement ça qui a permis à Rockstar de prouver que c'était de la satire et de gagner leur procès contre Lindsay Lohan sans trop de problèmes. Et d'ailleurs concernant la dame dans le temps de chargement, c'est le modèle Shelby Wellinder qui a été payé pour son image, et avec les doigts elle fait le 5 de GTA V. Vous voyez comme c'est pas si simple de prouver que Rockstar a utilisé l'image d'une personne réelle. Et malheureusement ce pauvre Joker de Miami, il avait pas tout à fait l'air au courant. Talk to my Jewish lawyer. He's coming to my house as we speak. And we're building the biggest case on you. I'm getting harassed. You're the GTA 6 Joker. I'm not getting paid for this. I want my pain and suffering money. Now, GTA. Et ouais, après s'être reconnu dans le premier trailer de GTA 6, ce pauvre Lawrence qui avait déjà beaucoup de problèmes, il va péter une durite, et évidemment, il va le faire devant tout le monde sur internet. GTA, we gotta talk. This is a reminder to the final warning. I keep getting harassed wherever I go. For a whole month, I've been giving y'all free publicity. I want my money. My birthday's January 11th. If you do not contact me 3 days after my birthday, I want $10 million. Bon, déjà il va commencer par demander 2 millions de dollars, puis 10 millions de dollars à Rockstar. Et en fait la réponse qu'il va recevoir va être totalement inattendue. Il va recevoir un message par réseau interposé de la part de Roger Clark, le comédien qui interprète Arthur Morgan dans les Red Dead Redemption, qui lui donne un sacré bon conseil. You don't need to talk to them. They're not going to talk to you. They've had people like you trying to sue them for decades. They are lawyered up, man. They know exactly what they can and cannot get away with. If I were you, I would use the notoriety that they just threw your way to my advantage. Capitalize it on it somehow. You ain't getting a job in Home Depot with that face. Bon alors, depuis ce message, le Joker de Floride s'est visiblement un peu calmé, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'il a l'air plutôt désespéré. Et puis récemment, sa mère a déclaré à la presse que malgré les tatouages et son apparence un peu dure, Lawrence serait un garçon gentil qui aurait un handicap mental, ce qui rend la situation encore plus délicate. Et concernant GTA 6, si vous voulez mon avis, il n'y aura pas de traces de ce personnage-là dans le jeu. Déjà parce que les auteurs de Rockstar tirent rarement sur les ambulances. Certes, ça se moque de beaucoup de choses, mais c'est jamais gratuit. Et puis surtout parce qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises, Rockstar s'arrange constamment pour que ses affaires n'aillent jamais très loin. En tout cas, rarement jusqu'au procès. Et si on sait désormais que depuis le début, ils ont des contrats très calibrés, on peut en déduire aussi qu'ils ont accès à un département juridique de tueurs. Des mecs qui ne laissent rien passer et qui s'arrangent toujours pour que Rockstar soit du bon côté de la loi, quitte à frôler les lignes. Et pour tous ceux qui ne sont pas contents et qui le font savoir, la méthode Rockstar, c'est encore Sam Hauser qui en parle le mieux quand on lui rappelle l'époque de ses premières brouilles avec les acteurs d'Hollywood. Pour être honnête, je pense que Ray Liotta avait totalement compris, mais un peu plus tard, il a fait des commentaires via son agent, quelque chose du genre « Hey, ce jeu était tellement énorme, j'aurais dû leur facturer plus d'argent !» Et je déteste ce genre de discussion. C'est genre, sois cool. C'est comme ceux qui disent, la prochaine fois, je leur demanderai le maximum. Bon, et ben ça fait quoi si juste on tue ton personnage, comme ça il n'existe pas, et comme ça il n'y a pas de prochaine fois? C'est comme ça qu'on gère ça. Voilà, ça a le mérite d'être net. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'ils ont fait avec le personnage de Burt Reynolds, qui mourra bêtement sans une réplique dans une des missions de Liberty City Stories. Et c'est ça le destin que Rockstar réserve aux jeunes acteurs talentueux, qu'ils vont désormais eux-mêmes démarcher pour leur prochain jeu. C'est ce qui arrivera aux futurs acteurs qui travailleront pour Rockstar, en tout cas s'ils ont le malheur de se plaindre un peu trop fort. Preuve encore une fois que dans cette industrie, la seule loi complètement universelle, c'est celle du silence.